Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les violences à Washington qui ont fait 5 morts ont choqué les pays démocratiques, mais les régimes autoritaires, eux, ont voulu y voir un révélateur de plus du déclin de la démocratie avec d'autres précédents. Par exemple, le Parlement d'Allemagne qui, le 29 août dernier, avait été envahi par des militants d'extrême droite et des néo-nazis. Et puis l'épisode des Gilets jaunes également en France, avec là aussi des Gilets jaunes tentant de s'introduire dans l'Élysée et en tout cas ayant réussi à s'introduire dans l'Arc de Triomphe, comme on s'en souvient. Pour évoquer cette crise de légitimité de la démocratie, nous sommes en duplex avec Marie-Cécile Nave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, directrice de recherche à l'IRI, spécialiste des États-Unis. On vous doit notamment Trump, la revanche de l'homme blanc aux éditions textuelles. Et puis ici en studio, Marc Lazare. Bonjour. Bonjour. Marc Lazare, vous êtes professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po. Vous avez notamment publié Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties aux éditions Gallimard. Votre point de vue justement sur cette crise de légitimité que traverseraient les régimes démocratiques? Mais je crois que ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis est un moment évidemment politique, symbolique, d'une importance capitale, parce que ça montre une forme d'épuisement de la démocratie libérale et représentative, même si on a vu au même moment les capacités de résilience et de résistance des formes classiques de la démocratie, notamment en l'occurrence américaine, face à cet assaut du Capitole. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'ici, on avait tendance à raisonner par rapport à des populistes comme une forme, un style politique, voire une forme d'idéologie, mais qu'on avait encore du mal à apprécier ce qu'ils étaient capables de faire quand ils sont au pouvoir. Alors on avait déjà des exemples, par exemple en Europe, en Hongrie, avec Viktor Orban, mais ce que l'on voit là, ça soulève une question absolument fondamentale, qui est quelle est la ligne de frontière entre un régime de type populiste ou une démocratie occupée par un populiste et les potentialités de basculer dans une forme d'autoritarisme. Alors je constate d'ailleurs que depuis quelques jours, il y a beaucoup d'articles faits par des historiens par rapport à cet événement du Capitole à Washington, Niall Ferguson, Timothy Snyder par exemple, qui eux-mêmes s'interrogent sur quelque chose qui a déjà été travaillé depuis quelque temps. Est-ce que ce n'est pas une forme de résurgence du fascisme? Alors, c'est des vraies questions évidemment historiques et politiques. Mais je crois que la grande leçon, c'est à travers cet exemple du 6 janvier à Washington, c'est véritablement d'essayer de comprendre où en sont justement nos démocraties libérales et représentatives. Il est clair qu'il y a une forme d'épuisement et incontestablement les populistes qui ont comme grand argument que eux sont démocrates dorénavant. Ça, c'est la grande transformation par rapport à l'approfondissement démocratique. Nous sommes le peuple. Et ce « nous sommes le peuple », qui avait été d'ailleurs le slogan en Allemagne de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin, fait que la cible devient effectivement les lieux du pouvoir. En 1968, les manifestants étaient passés devant l'Assemblée nationale en ignorant complètement l'Assemblée nationale. Il n'y avait aucune protection policière. Les manifestants considéraient que ce n'était pas le lieu du pouvoir. Cette fois-ci, on a, avec les exemples que vous avez rappelés, même s'ils sont différents, le Bundestag en Allemagne cet été, la crise des Gilets jaunes et aujourd'hui le 6 janvier, c'est l'idée, et j'ai été très frappé en voyant les images du 6 janvier à Washington, de dire le pouvoir, c'est nous. Et donc, on a le droit d'occuper le Capitole, y compris par des formes violentes. Donc c'est cette tension qui est aujourd'hui au cœur des démocraties. Le fait que ça soit passé aux États-Unis est évidemment à une portée symbolique et médiatique absolument considérable. Votre analyse, Marie-Cécile Nave? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Marc Lazare. Ce qu'on peut ajouter peut-être, c'est que ce qu'on a vu au Capitole, c'est aussi le conspirationnisme en acte. La rébellion violente qui était préparée, qui était anticipée, est apparue à ses participants comme le seul recours face à un résultat dans les urnes qui n'est pas accepté. Or, si on ne respecte plus l'adversaire en démocratie, si on ne respecte plus les faits, les réalités des faits, il n'y a plus de conflit d'opinion, on ne fait plus société, il n'y a plus de débat. Et donc on voit, c'est assez emblématique avec cet épisode, ce que les désordres de l'information, donc ici la croyance
encouragés par Trump depuis des mois, que l'élection a été truquée. Ces désordres constituent une des premières pierres du fascisme et s'y ajoute, je crois c'est important aussi de l'ajouter, un rejet de l'évolution du corps électoral. Les groupuscules d'extrême droite extrêmement divers qu'on a vu au Capitole, et il faut encore qu'on appréhende en détail qui étaient là et ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont montré, sont les défenseurs du suprémacisme blanc. Il y a des néo-nazis, il y a des antisémites. Ils représentent un nouvel épisode dans la longue histoire américaine du refus de voir d'autres populations qu'eux voter et accéder au pouvoir. Et l'exemple de la Géorgie est éclairant, mais il est éclairant aussi, il est emblématique dans le fait que visiblement cette logique du mensonge... Pourquoi? Il faut nous expliquer, Marie-Cécile Nave, en quoi l'exemple de la Géorgie est éclairant. Donc la Géorgie, c'est un État qui vote historiquement républicain depuis de très nombreuses années, qui a été gagné de justesse par Biden, mais qui perd aussi ces deux sénateurs républicains. Les deux nouveaux sénateurs de Géorgie sont démocrates. Il y a un pasteur noir et il y a un juif. Et c'est intéressant dans cet État qui a une longue tradition de ségrégation et d'antisémitisme aussi. Donc le basculement de la Géorgie est emblématique que finalement électoralement, le discours conspirationniste et aussi de la guerre culturelle, du refus de voir finalement le pouvoir partagé avec d'autres personnes que ceux qui ont traditionnellement le pouvoir aux États-Unis, disons des hommes blancs d'origine européenne, chrétiens, eh bien électoralement cette théorie-là, ce conspirationnisme-là, ce refus-là ne sont pas payants. Mais alors, justement, parce que c'est toujours compliqué d'interpréter cela, d'abord parce que avant Trump, le président était Barack Obama, donc on a pu parler d'une Amérique post-raciale, et puis on voit aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas. On pourrait prendre d'autres exemples historiques d'Israélis en Angleterre, ou bien après Léon Blum en France, alors même que quelques années plus tard, l'antisémitisme de la France allait être éclatant. Marie-Cécile Nave, comment analyser le résultat des élections en Géorgie? Est-ce que ça signifie que les conspirationnistes, les racistes, les antisémites aux États-Unis sont minoritaires? Est-ce que cela signifie qu'ils pèsent moins lourd dans le jeu électoral? Bref, comment l'analyser? Oui, heureusement, ils sont minoritaires, bien sûr. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une mobilisation très très importante de l'électorat pour faire battre Trump. Alors Trump, il fait aussi 12 millions de voix de plus qu'en 2016, il ne faut pas l'oublier, et pour moi c'est un vote d'adhésion, encore plus un vote d'adhésion qu'en 2016, mais le vote Biden est plus important, en particulier parce qu'il y a eu une mobilisation forte et un encouragement très fort aussi de la part d'un militantisme africain-américain, dans les Black Lives Matter par exemple, chez les féministes, dans tout un tas de militantisme de terrain qui se sont accordés aussi avec le militantisme du Parti démocrate pour aller s'inscrire sur les listes électorales et pour aller faire battre Donald Trump, à la fois pour la présidentielle, mais aussi pour les législatives. Et effectivement, le fait que les démocrates arrachent les 2 derniers sièges du Sénat qui lui donne une majorité, puisqu'on a maintenant un Sénat à 50 versus 50, mais Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, est aussi présidente du Sénat. Et donc pourra faire basculer, le cas échéant, certaines lois s'il y a égalité parfaite, eh bien c'est une immense victoire pour ce militantisme de terrain, et Biden le sait pertinemment. Votre point de vue, Marc Lazare, la notion par exemple de fascisme, comment peut-on aujourd'hui tenter de l'élaborer? Bon, le fait qu'il y ait une revendication démocratique à l'origine du fascisme, il y a des précédents. Et dans le cas de Mussolini, y compris dans le cas d'Hitler, on voit la manière dont le jeu démocratique a été subverti par les fascismes. Et cependant, je voyais tout à l'heure, lorsque le mot fascisme a été prononcé, vous avez fait la grimace, signe de votre caractère, du fait que vous n'adhériez peut-être pas forcément à cette représentation des choses. Vous interprétez mes mimiques donc immédiatement. Non, mais c'est une question vraiment posée aujourd'hui, puisque c'est parti en particulier d'un livre de Federico Finkelstein, qui est un historien et politiste argentin, qui a fait un livre qui n'a pas été traduit en français, et c'est bien dommage, qui s'appelle From Fascism to Populism in History, du fascisme au populisme en histoire, dont la thèse fondamentale, c'est de dire qu'aujourd'hui, après 1945, donc après la
Seconde Guerre mondiale, le fascisme, certes, dans sa forme classique, a disparu, mais qui s'est reconverti dans une forme de populisme. Alors, c'est un débat qu'on va devoir affronter à l'aune de l'expérience, justement, des expériences auxquelles on assiste. Trump aux États-Unis, Orban en Hongrie, et on a beaucoup d'autres exemples. Évidemment, on voit la différence avec le fascisme classique. Le fascisme classique, c'est l'utilisation à la fois des voies électorales pour arriver au pouvoir, mais aussi de la violence. C'est la marche Rome. Or, ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est pas la marche Rome, c'est pas non plus la prise du Palais d'Hiver par les bolcheviks en 1917. Mais ce qui Pourquoi ? parce que le fascisme, c'est un parti qui avait déjà conquis en quelque sorte l'espace public par des violences systématiques. Et Dieu merci, si j'ose dire, ce n'est pas encore le cas aux États-Unis, malgré ce qui a été rappelé par Marie-Cécile Nave à l'instant et par beaucoup de gens. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des formes de violence, il y a des petits groupes, mais c'est pas organisé autour d'un parti en tant que tel, systématiquement, avec une dimension légale et une dimension armée. Donc ça, c'est une différence tout à fait importante et qui terrorise complètement ses ennemis, puisque pour les fascistes, il n'y a pas d'adversaire, mais il y a des ennemis, ce qui est d'ailleurs un point qu'on retrouve en partie chez les populistes, c'est qu'il faut utiliser l'huile de ricin et les bastonnades pour justement l'emporter sur le terrain avant de l'emporter politiquement. Ça, c'est la première différence. Donc un parti structuré autour de son chef. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, si j'ai bien compris, de Donald Trump avec le Parti républicain, puisqu'il y a manifestement des divisions importantes. La deuxième grande différence, c'est, en tout cas dans la théorie du fascisme italien, c'est l'importance de l'État. Et ça, chez Trump, c'est pas la volonté de contrôler tout par l'intermédiaire de l'État, puisqu'il est sur des positions qu'en France on qualifierait de type néolibéral. Et puis, ça, c'est les deuxièmes points. Puis le troisième point, alors là, c'est là où les discussions, mais on est dans des frontières poreuses. C'est ce qui, j'ose dire, pour le chercheur est très intéressant. C'est que dans le fascisme, il y a quand même très rapidement chez Mussolini, à l'origine chez Hitler dans la version nazie, il y a une idéologie extraordinairement structurée et une volonté d'engendrer une humanité nouvelle, qui passe par l'antisémitisme en Allemagne, à partir de 1938 aussi en Italie, et par la volonté d'engendrer, de contrôler complètement la population depuis l'enfance. Vous avez tous, et tout le monde, en tout cas pour les plus âgés, même pas mon cas, mais l'encadrement des jeunes dès leur plus tendre enfance. Et cette dimension d'engendrer une humanité nouvelle, qui renvoie donc du coup au concept de totalitarisme, ne me semble encore pas présent chez les populistes. Mais on est, si vous voulez, là on est, j'allais dire, dans le travail de dentelle du point de vue des sciences sociales. C'est tout à fait intéressant. La grande question vraiment qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que ces régimes populistes peuvent basculer dans un régime autoritaire ou peut-être une forme justement de réincarnation, de renouveau du fascisme. Bon, alors pour le dire autrement, Marc Lazare, on a bien souvent considéré que le fascisme était une religion séculière, c'est le terme d'Aron, et donc une religion, c'est ce qui à la fois autorise le sacrifice et interdit le sacrilège. Il n'y a pas aujourd'hui de religion séculière de ce type, c'est ça que vous voulez dire, en tout cas, je veux dire, pour ces régimes qualifiés de populistes. Effectivement, je pense qu'on n'en est pas là, mais que peut-être on peut en arriver là. Mais pour le moment, je pense que par exemple dans le Trumpisme, si on doit le définir ainsi, mais Marie-Cécile Nave me contredira peut-être, il n'y a pas encore cette cohérence idéologique que l'on peut retrouver très rapidement chez Hitler et assez rapidement sous le fascisme italien. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas encore en quelque sorte un corps de doctrine parfaitement constitué. Il y a une série d'ingrédients idéologiques, mais pas encore une idéologie importante. En revanche, encore une fois, je pense que c'est un processus en cours et donc on est dans cette analyse avec évidemment la confrontation avec l'histoire. Ce qui me semble très important dans le cas de Donald Trump, et je termine là-dessus, Guillaume, c'est le fait que moi j'ai vu des enquêtes d'opinion là depuis quelques jours, je voudrais bien savoir ce que les spécialistes en disent. Au fait, aux États-Unis, on voit qu'une partie non négligeable de l'électorat républicain non seulement ne condamne pas ce qui s'est passé sur le Capitole, ne considère pas que la démocratie a été menacée. Et donc là, on a une base sociale qui est loin d'être dissipée et qui ne se dissipera pas du jour au lendemain. Alors c'est ça qui est intéressant, Marie-Cécile Nave, c'est qu'il y a effectivement un chiffre qui est paru tout à fait étonnant
aux observateurs, 45% des partisans du Parti républicain aux États-Unis continuent d'approuver Donald Trump, ce qui est un chiffre étonnant. Alors bien entendu, il y a une minorité, je ne sais pas, de racistes, d'antisémites aux États-Unis. Bon, ok, on vous suit, Marie-Cécile Nave, et c'est heureux, mais il y a quand même 45% des gens qui continuent à suivre Trump parmi les républicains. C'est quand même un pourcentage extrêmement élevé. Oui, c'est un chiffre stable depuis 2016. Donc c'est intéressant de voir que quelle que soit la politique qu'il ait menée, quels que soient les propos qu'il ait tenus, parce que depuis 2016 et même depuis la campagne, depuis son entrée en campagne en juin 2015, le discours de Trump est fait d'insultes, est fait de menaces, est fait d'intimidation et de mensonges. Eh bien, soit son électorat adhère à ça, soit ne lui en tient pas rigueur. Alors, attendez, parce que c'est un chiffre stable. Il y a donc à peu près 30% des Américains qui ont toujours soutenu Donald Trump. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est au environ sein 40%. du parti... Au sein du, moi, je parlais de 45% des républicains. Et ça représente quand même une diminution, ce qui montre, c'est un fait plutôt heureux, que l'épisode du Capitole n'a pas été une manière pour Donald Trump de renforcer son emprise sur le parti républicain. Mais malgré cette baisse, il conserve quand même une emprise étonnante. Oui, depuis 2016, il avait 40% d'opinion favorable. Et effectivement, au sein du Parti républicain, depuis les événements, ça a baissé, vous avez raison, mais c'est quand même élevé. 45% d'opinion favorable au sein du parti après les événements, après l'occupation du Capitole, c'est considérable. Et il faut voir ce chiffre, comment ce chiffre va évoluer dans les prochaines semaines aussi en fonction de ce qui va se passer, mais oui, il conserve quand même beaucoup de sympathisants, beaucoup de supporters, et ça veut dire qu'il a quand même réussi à mettre en place une sorte d'emprise, de fascination sur une partie non négligeable de l'électorat conservateur, soit l'électorat conservateur traditionnel, qui est intéressé avant tout par les baisses d'impôts, par les valeurs morales, par la faible présence de l'État dans la société et l'économie, soit une partie de l'électorat républicain qui, lui, est dans une guerre culturelle, qui n'accepte pas les évolutions démographiques de l'Amérique, qui n'accepte pas les évolutions en faveur des droits des femmes et des minorités, et qui d'une certaine manière se retranche un peu sur lui-même et adhère à l'idée de Trump, que Trump n'a cessé de marteler pendant 4 ans, que l'Amérique était assiégée par la gauche, et notamment par la gauche culturelle et médiatique. Marc Lazare, il y a quand même l'idée dans ces différents événements que la démocratie est un régime aujourd'hui contesté. Oui. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je crois que du coup, ça nous permet de réfléchir sur la fragilité de la construction démocratique. Pour se limiter à l'après 1945, alors beaucoup d'historiens travaillent actuellement là-dessus et revisitent un peu cette idée un peu irénique des 30 années glorieuses. Déjà, même le concept de 30 glorieuses est réinterrogé aujourd'hui, mais même de cette sorte de voie de Champs-Élysées, si j'ose dire, de la démocratie où tout se passerait normalement. Il y a eu des fortes contestations, évidemment, à plusieurs reprises, y compris dans les années 60, pas obligatoirement sur les mêmes types de registres de contestation. Et aujourd'hui, effectivement, il y a cette interrogation sur la fragilité de la démocratie. La démocratie est une bataille permanente. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Marc Lazare, Peuplocratie, les métamorphoses de nos démocratistes aux éditions Gallimard. Marie-Cécile Nave, la démocratie féministe, réinventer le pouvoir, c'est aux éditions Calman Lévy. Il est 8h. Excellent réveil sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on évoque la manière dont le régime démocratique est aujourd'hui chahuté à Washington comme ailleurs. Nous sommes en compagnie de Marie-Cécile Nave, politiste et directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, et de Marc Lazare, professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po. Qu'est-ce que la crise du Covid a changé, Marc Lazare, à cette situation ?
Vous voulez dire pour les populistes en particulier? C'est une situation effectivement assez complexe pour eux, parce que d'un côté, ils ont été mis en difficulté par le développement de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu très souvent des attitudes très, très contradictoires, minimisant parfois en Italie avec Matteo Salvini au tout début, alors que le Covid frappait la ville de Bergame et la Lombardie, minimisant donc l'ampleur de cette pandémie, puis ensuite reconnaissant son importance et critiquant le gouvernement. Tout ce qui est au fond des populismes, aux fondamentaux des populismes, la critique des experts tombait un peu à plat, parce que beaucoup de gens, même si ces experts, très souvent avec des divergences qui s'étalaient dans les médias, recherchaient une information, parce que toute la thématique, par exemple, anti-immigration n'était plus la priorité des électeurs. Donc, ils sont toujours dans une situation difficile. En même temps, ça vient d'être rappelé, par exemple, sur la question du vaccin, une grande partie, et on le sait dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on a, par exemple en France, que l'électorat de Marine Le Pen, mais aussi dans une moindre mesure l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, est très sceptique, pour ne pas dire critique, par rapport au vaccin, et qu'en même temps, les responsables politiques de ces formations populistes essayent d'avoir une attitude justement un peu plus responsable. Donc la grande question qui se pose, c'est est-ce que le Covid-19 est un moment de régression justement de la dynamique ascendante des populistes? D'ailleurs, qu'on associe très souvent à une autre question, est-ce que ce qui s'est passé aux États-Unis et donc la défaite aux élections de Donald Trump et puis les derniers développements à partir de ces derniers jours, est-ce que c'est pas aussi la marque pour les populistes de droite d'un moment d'arrêt, eux qui avaient toujours revendiqué leur lien avec Donald Trump? Et par exemple en Italie, Matteo Salvini a fait littéralement campagne pour la réélection de Matteo Salvini. Il se promenait avec son masque où c'était marqué Donald Trump. Et par conséquent, là aussi, ça les met en difficulté. Donc un certain nombre de chercheurs expliquent, ça montre qu'il y a un coup d'arrêt, qu'on est dans une sorte de tournant aujourd'hui de cette dynamique. Alors attention, parce que évidemment, ces populismes, on l'a vu, on en a parlé dans la première partie de l'émission, ont encore une assise électorale. Marie-Cécile Nave parlait d'un vote d'adhésion et je pense qu'elle a raison, c'est pas simplement un vote de protestation aux États-Unis comme ailleurs. Donc il y a un bloc social, il y a des formes de représentation très importantes qui se situent dans cet électorat. Et puis bien sûr, il va y avoir la situation, il y a déjà la situation économique et sociale qui va se traduire sans doute malheureusement par beaucoup de licenciements, beaucoup de chômage, un creusement énorme des inégalités, et on sait que c'est un des terreaux du développement de ce point de vue-là des différents populismes. Donc de mon point de vue, on n'en a pas fini, si j'ose dire. On n'en a pas fini, Marie-Cécile Nave, mais néanmoins, on peut dire que le Covid aux États-Unis a coûté sa réélection à Donald Trump. Vous seriez d'accord avec une assertion de ce type ? Ça a joué, je pense, parce que la gestion de la pandémie par Trump a été quand même catastrophique et ça nuit beaucoup à l'image des États-Unis dans le monde par ailleurs. C'est la même chose au Brésil. On voit que les populistes, les nationaux populistes ont été très très défaillants dans la gestion de la pandémie, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Et puis Trump a beaucoup politisé la Covid, alors que Biden a essayé justement de la dépolitiser, d'en faire quelque chose le combat contre le Covid, d'en faire un consensus national. Mais Trump a réactivé la guerre culturelle à l'occasion de la Covid en disant que les démocrates voulaient s'immiscer dans la vie personnelle des individus en les obligeant à porter un masque, en menaçant les libertés individuelles, et puis la défiance vis-à-vis de la science aussi. Et ça, je crois que c'est important, c'est-à-dire tous les désordres de l'information, le conspirationnisme, les théories du complot qui n'ont cessé de nourrir le trumpisme et qui vont sans doute continuer à le nourrir après, s'appuient sur le refus de la science, comme on l'a vu aussi dans les questions environnementales, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont fait peur à la population, notamment dans des segments de la population, même si on n'a pas encore les chiffres précis de la sociologie électorale de l'élection de 2020, mais chez les seniors, chez les femmes et chez les populations très vulnérables, notamment par rapport au système de santé, donc les Noirs en particulier. Et il y a de toute évidence eu aussi un refus parmi les différentes populations vulnérables des retraités vis-à-vis de Donald Trump.
Oui, alors là, je parle avec prudence parce que j'attends vraiment. Moi, j'ai d'avoir lu des 5 chiffres points précis, hein. de perte dans l'électorat de Donald Trump chez les retraités, ce qui voudrait dire que là aussi, ça a été une perte décisive pour son camp. Oui, d'autant que c'est une partie de la population qui vote beaucoup. Évidemment. Qui Marc vote Lazare, plus que les jeunes, par exemple. Donc, voilà. Marc Lazare, il y a aussi un retournement par rapport à la crise du Covid, par rapport à la question démocratique. Si on considère que la gouvernance est généralement mieux gérée par un gouvernement démocratique, la question de la bonne gouvernance, là aussi je ne vais pas commenter vos mimiques, mais en tout cas c'est un débat qu'on peut avoir avec certitude. Et donc dans le cadre de la crise du Covid, une bonne gouvernance c'est important, par exemple pour contrer la maladie et bien entendu lutter contre le nombre de morts et de malades. Est-ce que la démocratie peut profiter de cette crise ou pas pour regagner du terrain? C'est vrai que c'est un grand enjeu. Non, mon scepticisme qui se marquait sur mon visage apparemment, c'est évidemment par rapport à tous les débats en France sur la politique publique de vaccination qui, pour le moins, a connu quelques ratés et qui donc, au lieu de favoriser un climat de confiance par rapport au vaccin, semble créer son effet contraire. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a toute une thématique qui est en train de se développer, qu'un régime comme le régime chinois est plus à l'aise pour régler cette question de l'épidémie et de soigner sa population. Bon, alors on a un contre-exemple, c'est Israël, où il y a manifestement une très rapide politique de vaccination et qui, malgré toutes les limites d'Israël, est quand même une démocratie. Donc oui, je pense que ça va être très important dans les opinions. Et malgré les limites de Benjamin Netanyahou. Oui, absolument. Mais une démocratie n'est pas contestée. Mais je crois que ça sera un élément très important à la fois dans le court terme, et notamment en France par rapport à l'élection présidentielle de 2022. Je pense que ça pèsera beaucoup. L'effet de la pandémie, l'effet de la politique de vaccination, la situation où nous serons en 2022, pas simplement la situation économique et sociale ou politique, mais aussi la situation sanitaire, ça pèsera certainement dans le bilan du président Macron. Mais au-delà de ça, toute une interrogation sur l'effectivité et sur la capacité d'action des démocraties dans une situation justement de pandémie. Ça sera vraiment un test important. Moi, je crois que toute cette situation montre effectivement les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui sur justement nos démocraties, sur leur efficacité, sur leur, vous l'avez employé un mot très important au début de notre émission, leur légitimation. Mais alors, justement, parce que là aussi, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, la politique suivie par Angela Merkel contre la pandémie, avec d'excellents résultats, au début en tout cas, aujourd'hui, le nombre de morts s'accroît de manière importante, mais cela a joué dans sa popularité et donc dans le reflux des populistes. Mais dans le même temps, les mouvements qui ont, par exemple, envahi le Bundestag le 29 août dernier sont des mouvements qui, justement, s'opposaient à la gestion de la pandémie par Angela Merkel, Marc Lazare. Oui, c'est vrai. Donc, ça prouve combien cette épidémie, j'allais dire, exacerbe les positionnements politiques des uns et des autres. Et donc, à cet égard, je pense vraiment, alors en Allemagne d'ailleurs, il y a des élections cet automne, sauf erreur de ma part, certainement, ça va être un élément qui va jouer dans le positionnement politique des différents partis pour ces élections. Donc je pense qu'effectivement, cette situation inédite, absolument inédite que nous connaissons, que nous vivons, aura des effets politiques pour le moment difficilement prévisibles quand même. Et aux États-Unis, il y a autre chose qui a peut-être joué, Marie-Cécile Nave, dans le discours de Donald Trump qui a pu paraître fantasque sur la pandémie parfois, on a pu se dire aussi qu'il y avait un choix de valeurs, des valeurs en faveur de la liberté et en faveur finalement du laisser-faire, y compris à l'échelle individuelle, avec la possibilité de ne pas porter de masque, de ne pas respecter les gestes barrières, ce qui peut sembler un peu étonnant, par exemple, vu de France. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la récupération politique au service de
de la guerre culturelle, l'extrême politisation de la Covid par Trump, la récupération du sujet à des fins de campagne. Effectivement, le port du masque, la distanciation physique, la fermeture des écoles, tous les principes de précaution ont été décrits par lui dans sa campagne comme étant des atteintes insupportables à la liberté individuelle. Et on a vu dans ces meetings les gens qui ne portaient pas de masque. L'insurrection au Capitole le 6 janvier dernier, les gens ne portaient pas de masque. Et à ces rallyes, à ces meetings, ils n'en portent pas. Il a créé un gigantesque cluster à la Maison-Blanche. Mais finalement, ça participe dans une partie de l'idéologie conservatrice américaine de la prise de risque. La prise de risque, ne pas être trop dans la précaution, parce que la précaution, c'est la fragilité, c'est une marque de fragilité, c'est une marque de faiblesse, alors que le discours de Trump et toute la politique de Trump a été extrêmement viriliste. J'ai écrit dans le livre que vous avez cité au départ, c'est-à-dire le combat, le refus de la fragilité, de la vulnérabilité. Et ça s'est traduit aussi dans ses discours par un manque très important d'empathie vis-à-vis des populations victimes de la pandémie. Quand lui-même a été malade et s'en est sorti, il a dit « Vous voyez, je peux m'en sortir, vous pouvez vous en sortir aussi ». Oui, sauf que Donald Trump a bénéficié d'un traitement médical à plus de 100 000 $, ce qui est évidemment pas le cas d'une grande partie de la population. Et je crois que ça l'a aussi desservi dans l'électorat. Oui. Et lorsque l'on évoque la crise de légitimité de la démocratie, Marc Lazare, dans ce contexte-là, à la fois le contexte de la Covid et d'autres combats, qu'est-ce qui finalement fait mettre en doute la valeur du régime démocratique? Est-ce qu'il s'agit de son efficacité, puisque c'est un vieux thème, la démocratie est un régime peu efficace, c'est un régime bavard où on ne cesse finalement de discuter en pure perte? Est-ce que ce sont des questions qui sont des questions plus identitaires, plus nationalistes, ou bien encore ce serait la troisième possibilité, le thème de la décadence et de la décadence à la fois sociale ou celle des mœurs qui est prégnant chez par exemple Viktor Orban? Mais écoutez, je crois que c'est ce qui se passe, c'est qu'on avait déjà beaucoup d'éléments qui nous montraient que les démocraties libérales et représentatives étaient en difficulté et que la situation justement liée à l'épidémie n'a fait qu'aggraver ces éléments-là. Et quels sont-ils? Le premier, c'est la défiance politique que l'on retrouve avec des variantes du point de vue de l'intensité dans beaucoup de pays européens pour ce qui concerne mon domaine de recherche. Défiance par rapport aux institutions, défiance par rapport aux responsables politiques, défiance par rapport à tout ce qui est considéré comme venant du haut, y compris les médias, y compris les universitaires, y compris les experts. Et cette défiance, on l'enregistrait très fortement, par exemple en France, en Italie, plutôt, disons, pour aller vite, dans une partie de l'Europe du Sud, moins fort du côté de l'Allemagne ou des pays scandinaves. Mais cette défiance politique est déjà très importante. Le deuxième point, c'est la situation sociale et économique, et notamment le chômage, les inégalités de toute nature qui n'ont fait que s'aggraver depuis des décennies, inégalité sociale, inégalité entre hommes et femmes, inégalité générationnelle, inégalité territoriale, et qui nourrissait justement encore plus la défiance politique, qu'ensuite exploitait un certain nombre de ces formations populistes, qui d'ailleurs ne se limitent pas aux populistes de droite, même si ceux-ci sont majoritaires en Europe. Et puis, troisième élément, vous l'avez rappelé, tout ce qui relève, alors je pense qu'il faut être très prudent sur ces notions-là, mais des dimensions culturelles, identitaires, et qui tournent autour de deux grandes questions. D'une part, qu'est-ce que, notamment en Europe, quelle articulation entre l'appartenance à la nation et l'appartenance à l'Europe, et d'autre part, les questions liées à
situation du Covid, où justement, à la fois les questions de défiance politique sont de nouveau exacerbées, les questions sociales et économiques aussi, moins en revanche les questions culturelles et identitaires, quand bien même un certain nombre de populistes, surtout de droite, parfois pas simplement, expliquent que la seule solution c'est de fermer les frontières et que si on avait fermé immédiatement les frontières, on s'en serait bien sorti. Donc par conséquent, je crois qu'effectivement on a atteint un nouveau point dans ce qu'on appelle communément la crise des démocraties libérales et représentatives, et qu'on est vraiment confronté à une phase historique. Vous me disiez tout à l'heure, mais la démocratie est-elle en danger? Est-ce que c'est nouveau? Encore une fois, non. Depuis le 19e siècle, il y a des moments comme ça d'intensité, de crise des démocraties, mais celle-ci est particulièrement profonde, et d'autant plus qu'on a des instruments de sciences sociales pour la mesurer, en particulier justement les enquêtes diverses et variées, et par exemple chez nous à Sciences Po, le baromètre de la confiance politique, qui ont depuis des années montré l'importance, par exemple en France, de cette question de la défiance, et maintenant d'ailleurs c'est étendu à l'Allemagne, au Royaume-Uni, ça sera étendu cette enquête à l'Italie prochainement. Marie-Cécile Nave, lorsque l'on évoque la situation aux États-Unis, alors là on voit que les institutions ont bien réagi du point de vue de la défense des institutions démocratiques et de la démocratie tout au long donc du mandat de Donald Trump, et celle-ci continue à bien réagir. Du coup, par exemple, cette procédure d'impeachment, elle aurait une valeur symbolique puisqu'il ne reste plus que quelques jours à Donald Trump pour rester à la Maison-Blanche. Est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ? Alors, d'après ce que je lis dans la presse américaine plusieurs fois par jour, puisque il y a beaucoup d'articles qui sortent toutes les heures, elle n'aurait pas qu'une valeur symbolique, dans le sens où si elle se poursuit après le départ de Trump et qu'elle aboutit, elle pourrait le priver de toute possibilité de se représenter en 2024. Il y a un débat en ce moment entre les juristes américains sur ce point. Oui, donc il y a une volonté vraiment de l'écarter des arcanes du pouvoir. Trump, en fait, en partant, il saccage tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a, pendant 4 ans, essayé de détruire à la fois de détruire les institutions et de les tordre à son avantage, ce qui lui a valu la première procédure d'impeachment avec l'affaire ukrainienne. Et là, en partant, en quittant la Maison-Blanche, il veut contribuer à ridiculiser la démocratie, à en saper la légitimité un peu plus. Et donc, pour rebondir un peu sur ce que disait Marc Lazare, avec lequel je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut s'appuyer sur les travaux des sciences sociales, l'action publique, la décision publique a tout intérêt à s'appuyer sur les travaux des sciences sociales. Le problème aujourd'hui, c'est comment on fait pour traiter cette défiance démocratique qui, aux États-Unis, était là avant Trump, qu'il n'a fait qu'amplifier, qu'il n'a fait qu'aggraver, et qui le porte d'ailleurs au pouvoir. Comment on fait pour traiter cette défiance démocratique ? Pas en donnant des gages aux antidémocrates, pas en entretenant une réalité parallèle pour séduire les électeurs, comme ce qui a été au cœur de ce qu'on peut appeler un pacte faustien des républicains américains avec le Trumpisme et qui leur a coûté cher. On voit que ça ne paye pas. Et alors, juste une dernière question à ce sujet, Marie-Cécile Nave. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Donald Trump, comme cela a été dit, de s'auto-amnistier ? On évoquait aussi une possibilité pour lui de démissionner et de donner la possibilité à son vice-président de l'amnistier, mais maintenant, les relations semblent fraîches entre Mike Pence et Donald Trump, puisque Donald Trump a proposé, ou ses supporters ont proposé de pendre Mike Pence, qui probablement ne plaît pas à Mike Pence. Bref, est-ce qu'il a la possibilité de s'auto-amnistier ? Alors, je ne suis pas juriste, mais pour ce que je lis de l'opinion des juristes dans la presse et même de certains juges, s'il s'auto-pardonne, ça voudrait dire qu'il reconnaît implicitement avoir commis des crimes. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit l'option qu'il choisira. Mais tout est possible avec Trump. Vous savez, en 6 ans, moi, ce que j'ai compris en particulier, c'est qu'il ne faut jamais avoir de jugement définitif avec lui. Tout est possible, il reste encore une grosse semaine et il peut se passer beaucoup de choses. C'est d'ailleurs ce qui fait peur à Nancy Pelosi,
qui craint le fait qu'il ait encore sous contrôle les codes nucléaires, par exemple. Marc Lazare, le fait qu'il y ait à la fois des débats sur la légitimité démocratique, une utilisation également de la démocratie par ses détracteurs, puisqu'il s'agit d'approfondir la démocratie, ça c'est quelque chose de radicalement nouveau par rapport aux épisodes historiques marquants du fascisme, du nazisme. Ah oui, ça c'est certain, puisque le grand logiciel des populismes aujourd'hui, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est de dire qu'ils ne veulent pas abattre la démocratie, qu'ils ne veulent pas établir des régimes autoritaires, ce qui était par exemple explicitement dit par Mussolini ou par Hitler ou par les bolcheviks en Russie en 1917. C'était la haine de la démocratie bourgeoise, de la démocratie parlementaire. Eux disent au contraire, nous sommes les vrais démocrates puisque nous sommes l'expression du peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on comprend conceptuellement, puisqu'ils considèrent non pas qu'ils représentent une partie du peuple, mais qu'ils représentent le peuple. En conséquence, il ne peut pas y avoir d'opposition. Et ceux qui s'y opposent, c'est des complots contre eux. Et ils n'arrivent pas à prendre en considération le fait qu'une autre partie du peuple peut être hostile justement à leurs propositions. La réflexion qui s'engage là est tout à fait intéressante parce qu'elle nous montre aussi les capacités de résistance et de résilience des institutions démocratiques. On le voit actuellement aux États-Unis. On l'a vu en Italie aussi en 2019, durant toute 2018-2019, durant le gouvernement Mouvement 5 étoiles et Ligue, où à chaque fois que ce que les populistes tentaient de faire, c'est-à-dire de bousculer les institutions, moi c'est le verbe, je crois, qu'il faut employer, bousculer. Je ne dis pas subvertir encore, mais bousculer, voir jusqu'où on peut aller, puisque la souveraineté du peuple est incarnée par eux et qu'elle est sans limite, donc il faut bousculer. Et les capacités de résistance ont été venues de deux instances. D'un côté, la présidence de la République, en l'occurrence en Italie, le président Sergio Mattarella, les institutions, en quelque sorte, et d'autre part aussi des mobilisations citoyennes. Vous vous souvenez du mouvement des sardines, par exemple, en Émilie-Romagne, donc venu de la base. Et dans le cas américain... Il faut rappeler le mouvement. Alors, le mouvement sardines, c'est lorsque, en Émilie-Romagne, Matteo Salvini pensait pouvoir conquérir la région, et il y avait évidemment un candidat du Parti démocrate, donc de centre-gauche, contre la candidate de la Ligue, et il y a eu tout un mouvement assez spontané, venu de jeunes qui ont dit non, nous on ne veut plus de cette politique simpliste, de cette conception, de cette manière de faire de la politique, on en appelle au respect de la Constitution, aux valeurs démocratiques, et ça a certainement contribué à la défaite de la Ligue. Alors ce mouvement s'est étiolé ensuite pour des tas de raisons, on n'a pas le temps d'en parler, mais dans le cas américain, Biden a gagné quand même, du point de vue... donc il y a eu une mobilisation d'électeurs qui sans doute, certains adhéraient au programme de Biden, ou d'autres tout simplement voulaient empêcher Donald Trump d'être réélu. Donc en ce sens-là, c'est intéressant parce qu'on est dans une période justement critique dans laquelle, lorsque les populistes sont au pouvoir, ils cherchent encore une fois à bousculer les institutions, mais en même temps, il y a des capacités de résistance. Et même, alors dans le cas italien, on a même un cas très intéressant, c'est que le mouvement 5 étoiles est en train littéralement d'exploser entre ceux qui, d'une certaine façon, je vais employer un terme emprunté à l'anthropologie, s'acculturent aux règles démocratiques. Monsieur Luigi Di Maio, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il était vice-président du gouvernement Mouvement 5 étoiles Ligue, vous en souvenez certainement, Guillaume Erner, était venu en France pour soutenir les Gilets jaunes, sans même avertir d'ailleurs le gouvernement français, ni même sa propre ambassadrice, Madame Teresa Castaldo, à Paris. Alors il est plus du tout comme ça. Et il est maintenant respectueux de toutes les institutions. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre la capacité d'absorption du choc que peuvent parfois avoir les institutions. Mais ça ne suffira pas parce que résister est une chose, rénover les institutions démocratiques en est une autre, et ça, c'est le vaste défi d'aujourd'hui. D'autant, Marie-Cécile Nave, que la présidence de Joe Biden va probablement se dérouler dans un contexte particulier, mouvementé, avec ce que l'on peut espérer comme étant la fin de l'épidémie de Covid, ou en tout cas, alors là aussi, Marc Lazare est sceptique. Ce matin, Marc Lazare est très sceptique, mais s'il n'y a pas de fin de l'épidémie, eh bien, dans ce cas-là, ça sera pire encore, et ça ne sera pas une présidence facile du tout. Non, il le sait bien, il est prêt, il est préparé, il a une équipe, il s'est entouré d'une équipe d'experts, de gens extrêmement connaisseurs des dossiers. Il a la possibilité d'avoir pendant 2 ans les mains libres au Congrès avec un Sénat et une Chambre majoritaire pour les démocrates jusqu'aux élections de mi-mandat en novembre 2022. Biden, son grand défi, c'est de montrer que le politique et que la politique compte.
qu'on peut faire des choses politiquement pour le bien commun, qu'on peut restaurer le rôle non seulement de l'État, mais de tous les corps intermédiaires qui ont été tellement disqualifiés par Trump pendant 4 ans. C'est un immense défi. Je crois qu'il est prêt, mais il va avoir une pression de son aile gauche pour être très ambitieux sur les questions de lutte contre les inégalités, en matière de santé en particulier, qui vont être difficiles à gérer, mais les Américains, je crois, ont montré qu'ils avaient envie de tourner la page et qu'ils avaient envie d'avoir des professionnels de l'action publique à leur service. Et c'est ça aussi qu'on va observer avec beaucoup d'intérêt dans les prochains mois et prochaines années aux États-Unis. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur votre vision de la démocratie et de son histoire mouvementée. Marie-Cécile Nave, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir aux éditions Kalman-Levy, et Marc Lazare, Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties.